Bonjour, alors aujourd'hui les questions de révision vous ont été rendues disponibles sur l'IA pour la section 4, là, l'optique. Fait que j'espère que vous les avez travaillées par vous-même d'autant que vous pouvez. Puis là, je vais voir avec vous les solutions de chacune des questions. Donc, on commence par la question 1 qui présente plusieurs sous-questions vraies ou faux. Dans un premier lieu, on demande si les images formées par les miroirs convexes sont toujours virtuelles, droites et plus grandes que l'objet. On a vu que, effectivement, les miroirs convexes, je dis effectivement, là, ils font toujours le même type d'image, mais ce n'est pas exactement ce qui est décrit ici. En fait, les miroirs convexes font toujours des images qui sont virtuelles et droites, mais plus petites. Lorsqu'on a une image virtuelle droite et plus grande, ce serait au contraire faite par un miroir concave. Donc, la réponse ici, c'est que c'est faux. On peut le voir ici dans le tableau aussi qui résumait les propriétés des différents miroirs. En B, après ça, on dit « Une image virtuelle peut être captée sur un écran ». En fait, c'est l'inverse. On a vu dans le laboratoire 4 que si on veut savoir si une image est réelle ou virtuelle, on commence par voir si on est capable de trouver une image sur un écran. Et si l'image peut être affichée sur un écran, c'est qu'elle est plutôt réelle. Donc, en fait, c'est complètement faux, cet énoncé-là. On peut voir ici, par exemple, un tracé de rayon pour un miroir concave quand l'objet est plus proche que le foyer. Ça donne une image virtuelle. Vous voyez, c'est derrière le miroir, donc il n'est pas possible ici d'aller placer un écran à cet endroit-là parce que la lumière ne va pas parvenir là. Donc, en fait, on peut placer l'écran, mais on ne verra rien dessus. En C, on dit les images réelles sont toujours renversées ou inversées. Donc, ça, c'est vrai. Je vous montre ici les deux scénarios possibles là, pour former des images réelles, soit à partir d'un miroir ou d'une lentille. Par exemple, un miroir, ici, on voit que là, lorsqu'une image réelle est produite, bon, c'est les rayons réfléchis qui se rencontrent. Les rayons réfléchis, lorsqu'ils se rencontrent, vont toujours se trouver à être sous l'axe principal. Donc, cette image-là va toujours être renversée ou inversée. Pour une lentille, c'est un peu le même principe, sauf que les rayons sont transmis. Si les rayons transmis se rencontrent, on va avoir une image réelle qui est formée, mais les rayons se rencontreront toujours quelque part dans la zone ici sous l'axe principal, donc ça va être encore une fois une image renversée. Donc c'est vrai, les images réelles sont toujours renversées. Maintenant, on demande après ça, en D, on dit « La réflexion diffuse nous permet de voir notre reflet dans un miroir ». Là, il faut juste se rappeler des deux définitions. On a vu deux types de réflexion, la réflexion diffuse et la réflexion spéculaire. C'était plutôt la réflexion spéculaire qui parlait de voir notre reflet. Donc, c'est faux. La réflexion diffuse, en fait, ça, c'est une réflexion qui se produit sur les objets de la vie courante qui ne sont pas lisses microscopiquement. Donc, la lumière est renvoyée et réfléchie dans toutes les directions, fait que ça permet juste d'observer les objets courants là, autour de nous. Donc ici, je vous montre la différence. Ça, c'était la réflexion qui permet de voir son reflet. C'est la réflexion spéculaire, là, où est-ce que microscopiquement, la surface est lisse. Par exemple, la surface d'un lac, lorsque l'eau est calme, bien là, à ce moment-là, ça va agir comme un miroir. Ça, c'est de la réflexion qui est spéculaire et non diffuse. En E, on dit « Lorsque la lumière passe de l'air à l'eau, il existe un angle critique au-delà duquel toute réfraction devient impossible. La lumière subit alors une réflexion totale interne. » Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, ici, il y a un petit piège, là, parce que, bien sûr, on a déjà vu qu'il existe un angle critique pour l'eau versus l'air, mais ça va se produire seulement lorsque la lumière tente de sortir de l'eau, parce que lorsqu'on a présence d'un angle critique, c'est que la lumière va parvenir dans un deuxième milieu qui a un indice de réfraction moins élevé. Donc ça fait en sorte que l'angle de réfraction peut être grand et atteindre le 90 degrés avant que l'angle d'incidence le fasse. Donc, autrement dit, il serait possible d'avoir une réflexion totale interne lorsque le rayon est dans l'eau et tente de passer dans l'air, mais non l'inverse. Donc, c'est faux. Ici, je vous montre l'illustration là, qui représente ce que je viens de vous dire. Donc, il faut qu'on ait un indice 2 qui est plus grand pour que le rayon ici s'éloigne de la normale, puis atteigne le 90 degrés avant que l'angle d'incidence le fasse. Maintenant, en F, on dit la longueur focale d'une lentille est égale à la moitié de son rayon de courbure. On a beaucoup de phrases ici qui sont fausses, celle-là aussi, parce qu'on a vu qu'une lentille, la relation que le rayon de courbure égale 2 fois la distance focale ne s'applique pas. Ça s'applique seulement pour les miroirs. Donc, c'est faux. On peut dire seulement que le rayon est égal au double de la distance focale lorsqu'on parle des miroirs courbes. Ensuite, en G, on dit « Pour permettre de former une image nette sur la rétine, peu importe la position de l'objet,
la cornée se déforme afin de modifier sa distance focale. Donc là, on parle de l'œil. On a vu que la rétine, c'est le fond de l'œil, c'est comme l'écran. Où est-ce que va se former une image réelle lorsqu'on regarde autour de nous. Mais il y a bel et bien une petite lentille dans l'œil qui se déforme pour accommoder puis permettre d'amener l'image pour qu'elle se forme au fond de l'œil sur la rétine. Cependant, c'est pas la cornée. La cornée, elle a une certaine distance focale, mais elle s'adapte pas. C'est plutôt le cristallin qui va adapter sa distance focale pour faire en sorte qu'on puisse focuser. Donc ça, c'est faux. Pensez ici, là, on avait vu le cristallin, là, il se fait écraser là, si on veut diminuer la distance focale. Il se fait écraser par les muscles qui l'entourent, qui s'appellent les muscles ciliaires. Donc la cornée, elle, c'est la surface de l'œil, ça se déforme pas. En H, maintenant, on dit dans un microscope, l'objectif forme une image de l'objet. L'oculaire utilise cette image comme objet afin de produire l'image finale. Donc, ça, c'est vrai. On a vu qu'un microscope, c'est formé effectivement de deux lentilles convergentes. Donc, on a l'objet ici qui est tout petit. Les rayons passent à travers une première lentille qu'on appelle bel et bien l'objectif. Puis ensuite, ça forme une première image, mais elle va devenir l'objet de la deuxième image qui s'appelle l'oculaire. Donc, on a formation de l'image finale qui est beaucoup plus grande et grosse que l'objet qu'on regarde dans le microscope. Alors, on continue avec l'énoncé I. Pour obtenir une image virtuelle avec une lentille divergente, il faut que l'objet se trouve entre la lentille et son foyer. Donc, en fait, les lentilles divergentes, on a vu, ça se comporte comme des miroirs convexes. Ça fait toujours le même type d'image, toujours des images virtuelles, donc droites et plus petites. Alors, il n'est pas nécessaire que l'objet se trouve à ce moment-là entre la lentille et son foyer. Ça serait plutôt si la lentille était convergente. Donc, c'est faux. Alors, à la question 2, maintenant, on a le matériau, le zircon, qui a un indice de réfraction de 1,92 et on se demande c'est quoi l'angle critique pour du zircon entouré d'air. Donc là, ça fait un petit peu référence aussi à ce qu'on vient de voir dans une des questions vrai ou faux. On a vu qu'il faut, pour avoir un angle critique, pour qu'il y ait possibilité d'une réflexion totale interne, il faut que la lumière tente de passer de l'indice plus élevé à un indice moins élevé. Donc ça va faire en sorte qu'on va pouvoir dire, OK, disons que j'ai le zircon, ça c'est la surface là, entre les deux. Le zircon il est en dessous. Le rayon va arriver du dessous comme ça, à un angle inconnu. On va faire notre normal, un petit pointillé ici. Puis là, le rayon tente de passer dans l'air. Fait que je vous rappelle que l'indice de l'air, c'est une valeur de n égale à 1. Donc là, on cherche à déterminer l'angle critique. Alors, l'angle critique, c'est l'angle qu'on va avoir ici, l'angle 1, si le rayon arrive tout juste à sortir. Donc, il va sortir avec un angle de 90 degrés ici. Donc, dans l'air, l'angle va être de 90 degrés. Fait que si on fait notre calcul à partir de la loi de la réfraction, on va avoir l'indice N1, le rayon il est premièrement dans le zircon, fait que ça, c'est 1,92. Fois le sinus d'un angle inconnu, c'est celui qu'on cherche, et il va sortir dans l'air avec un angle de 90 degrés. On obtient que l'angle critique pour le zircon, c'est 31,4 degrés. Maintenant, une autre question en lien avec la loi de la réfraction. Ici, on a un rayon lumineux qui se propage dans l'air, qui arrive à la surface du quartz. Puis, on dit qu'une partie du rayon est réfractée et l'autre est réfléchie. En fait, c'est toujours le cas. Je ne l'ai pas mis dans le dernier schéma, mais il y a tout le temps un rayon qui est réfléchi. Je vais le mettre en bleu ici, mais ce n'était pas celui qu'on voulait travailler avec, là. Mais il y a tout le temps une partie de notre rayon de lumière qui va réfléchir, rester dans la même substance. Puis, selon la loi de la réflexion, il y aurait le même angle. Donc, on va le dessiner parce qu'on va s'y intéresser cette fois. Fait que je vais faire un rayon réfléchi pour commencer, symétrique par rapport à la normale, parce qu'il faut que l'angle de réflexion soit égal à l'angle d'incidence. Après ça, on dit aussi, l'autre partie du rayon est réfractée. Fait que là, le rayon réfracté, lui, c'est comme s'il essaie de passer tout droit, mais il va être dévié parce qu'il y a un changement d'indice de réfraction. Puis l'indice de réfraction, il augmente, donc ça veut dire qu'il va se rapprocher, le rayon, il va se rapprocher de la normale. Ça, c'est réfracté. Et celui-là, c'est réfléchi. La question qu'on nous pose, c'est quelle est
l'angle compris entre le rayon réfracté et le rayon réfléchi. L'angle entre ces deux rayons-là, ce qu'on cherche, je vais le mettre en rouge, là, c'est ceci. Là, on n'a pas une formule qui nous permet de déterminer cet angle-là de façon directe. On va faire en plusieurs étapes. Premièrement, on sait que par la loi de la réflexion, l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Mais là, l'angle d'incidence, c'est pas celui qui est donné parce que dans le schéma, on nous donne 33 degrés, c'est l'angle par rapport à la surface. Mais dans la loi de la réflexion, puis même aussi dans la loi de la réfraction, on va utiliser plutôt l'angle de l'autre côté qui est par rapport à la normale. Fait que si on veut trouver cet angle-là, on va faire 90 degrés moins 33. On va obtenir 57 degrés. Donc, de par la loi de la réflexion, on sait qu'on a 57 degrés ici, de l'autre côté de la normale, mais ça implique aussi qu'on va avoir 33 degrés entre le rayon réfléchi et la surface. Donc, on a une partie de notre angle rouge qu'on a déterminé juste comme ça là, par la loi de la réflexion. Mais ça va nous prendre l'autre côté de la partie rouge, là, de l'angle en rouge qui est dans le quartz. Comment on va faire pour trouver ça? On va plutôt, là, on va s'intéresser à la réfraction. La loi de la réfraction nous dit que l'indice numéro 1, sinus de l'angle dans le milieu 1 par rapport à la normale va être égal à l'indice numéro 2, sinus de l'angle dans le milieu 2 par rapport à la normale. Là, je vais surligner les valeurs d'angle qui nous intéressent là, dans le calcul ici. On veut utiliser l'angle dans le milieu 1 par rapport à la normale. OK, voyez-vous, je l'entoure de jaune ici. On ne doit pas utiliser le 33 dans le calcul parce que c'est pas l'angle qui va fonctionner dans l'équation de la réfraction. Ça doit être l'angle par rapport entre le rayon incident et la normale. Puis ça va nous permettre de calculer l'angle θ2 d'ici dans le quartz par rapport à la normale. Donc, je mets en jaune lui aussi, là. Ça, c'est les deux angles de part et d'autre de la normale, là, dans les deux milieux, qui nous permettent de travailler avec la loi de la réfraction. Fait que l'indice numéro 1, bien, le rayon est d'abord dans l'air. Le rayon incident, lui aussi, je vais le surligner en jaune, c'est celui-là. OK? Donc, il est dans l'air. Et ça veut dire qu'on a l'indice 1 au début. Après ça, ce rayon-là, il arrive avec un angle d'incidence de 57 degrés, donc on le met dans le sinus ici. Puis là, ça va être dans le quartz avec un indice de 1,46. Sinus de θ2, là, on veut calculer θ2. Si on isole θ2, on va obtenir 35,1 degrés. Là, on va pouvoir aller répondre à la question. Peut-être que plusieurs d'entre vous aviez juste fait par automatisme là, le calcul de l'angle de réfraction, mais vous voyez bien que ce n'est pas ce qui est demandé. Mais là, maintenant, on sait qu'on a 35,1 degrés de ce côté-là de notre rayon réfracté par rapport à la normale. Alors là, il nous manque l'angle qu'on avait mis en rouge, ici. Pour aller trouver cet angle-là, je vais utiliser le fait que la normale est perpendiculaire à la surface. Donc, je vais faire 90 degrés moins le 35,1 que je viens de trouver. Là, j'obtiens que j'ai 54,9 degrés de ce côté-là. Donc, il me reste juste à additionner les deux angles entre le rayon réfléchi et le rayon réfracté. Ça va me donner l'angle entre les deux, l'angle qui les sépare. Donc, angle, je vais juste écrire angle total égale 33 degrés plus 54,9 degrés. Et on obtient 87,9 degrés. À la question 4, on a deux personnes là, qui sont devant un miroir parce qu'on dit Anatole regarde l'image de Gonzague dans un miroir plan. Fait qu'on sait que dans un miroir plan, ben, il y a automatiquement, s'il y a un objet devant, il y a une image derrière. Puis la distance à laquelle l'objet se trouve devant le miroir, ça va être la même distance que l'image apparaît derrière le miroir. Donc, on va se servir de cette connaissance-là pour répondre à la question. Vous n'aurez pas à faire des tracés très élaborés. Premièrement, il n'y a pas de tracé de rayon quand on parle d'un miroir plan. C'est juste ici de positionner les objets et les images par rapport à un miroir. Fait que vous faites une ligne droite horizontale. Pour le miroir, vous pouvez faire juste une ligne verticale puis mettre un M. Là, moi, j'ai pris une image d'un miroir sur Internet, là, mais dans votre cas, vous n'êtes pas obligé de faire des dessins très élaborés. Là. Puis là, on va faire des petits bonhommes allumettes pour positionner les personnes puis leur image. On dit que Anatole se trouve à 1 mètre du miroir. Donc là, j'ai placé mon petit bonhomme qui représente Anatole. Je vais mettre un A ici. Puis, on nous indique qu'on a 1 mètre entre lui et le miroir. Alors maintenant, on nous dit, on a Anatole qui est à 4 mètres de l'image de Gonzague. Donc là, je vais aller positionner l'image de Gonzague. Elle doit être derrière le miroir. Donc là, je vais dire, ici, j'ai un segment qui va mesurer
4 mètres. Anatole, je vais le placer là. OK, donc on a 4 mètres entre Anatole et l'image de Gonzague. Gonzague, quand c'est son image, je vais mettre la lettre avec une petite étoile. Donc ça représente l'image de Gonzague. Ce qu'on nous demande, c'est la distance entre Anatole et Gonzague, parce que si l'image de Gonzague est derrière le miroir, c'est que Gonzague est devant le miroir. Fait que ce qu'on a à faire ici, c'est simplement d'aller chercher... Donc là, je vais aller chercher la distance entre l'image de Gonzague et le miroir. Bien, c'est assez facile à calculer. On fait 4 moins 1. On a 3 mètres ici. Donc, automatiquement, ça veut dire que on va avoir 3 mètres entre Gonzague et le miroir, mais de l'autre côté. Donc, voyez-vous, là, on arrive à la réponse très bientôt, en fait, parce que là, on nous demandait quelle est la distance entre Anatole et Gonzague. Alors, si on sait qu'il y a 3 mètres de Gonzague au miroir et 1 mètre de Anatole au miroir, bien, alors finalement, on a notre réponse ici que la distance recherchée, là, ça va être 2 mètres ici. D égale 2 mètres et ça, c'est notre réponse. En passant aussi, là, j'ai pas mis l'image d'Anatole, mais dans la situation, là, si on indiquait tous les éléments qui sont présents, on aurait l'image d'Anatole à 1 mètre derrière le miroir aussi. Donc ça montrerait un peu tous les éléments, mais c'était pas nécessaire de placer cette image-là pour répondre à la question. Ensuite, OK, on a la situation où on a un plongeur sous l'eau qui regarde vers le ciel, puis lui, il voit le soleil à une position où le soleil ne se trouve pas réellement. Il voit le soleil à 48 degrés au-dessus de l'horizon. Donc ça, c'est ce qu'il voit. Pour ses yeux, le rayon, il arrive dans ses yeux avec cette orientation-là. Donc si on prolonge avec un pointillé le rayon qui arrive à ses yeux, le soleil ici, ça c'est l'image qu'il voit du soleil. Mais en réalité, le soleil n'est pas à cet angle-là, il est plus bas, au-dessus de l'horizon. L'horizon, là, c'est la ligne horizontale. Donc, ça nous indique, là, c'est la direction par rapport à la surface de l'eau. Fait qu'on demande c'est quoi l'angle réel entre le soleil et l'horizon. On peut utiliser nos propriétés des angles là, pour comprendre que ça va nous indiquer, en fait, il est déjà indiqué ici. L'angle de 48 degrés comme ça, au-dessus de l'horizon, par rapport au pointillé, ça va être le même angle que 48 degrés ici entre la surface de l'eau et le rayon qui parvient aux yeux du plongeur. La raison, c'est que ce sont deux angles opposés par le sommet. Là, si je mets temporairement des lignes rouges, là, on va le voir mieux. Voyez-vous que ces deux angles-là, ici, sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux. Fait qu'on a un angle de 48 degrés entre l'horizontale ici, la surface de l'eau, puis le rayon qui parvient aux yeux du plongeur. Cependant, c'est pas cet angle-là qu'on veut utiliser parce que là, on veut utiliser l'angle de la réfraction. θ1, ici, on dit θ1, mais ça devrait être θ2 si on regarde le sens du rayon. Il part du soleil, puis il va aller dans l'eau ensuite. Fait que techniquement, c'est θ2, là. Mais là, on peut le trouver, cet angle-là, parce qu'on sait qu'on a 90 degrés entre la normale. La normale, ici, je vais la mettre plus évidente. On dit, OK, θ2, ça va être 90 degrés moins le 48 degrés, ce qui fait 42 degrés. Donc, on a 42 degrés ici. Le milieu 1, c'est l'air. Donc là, on va utiliser notre loi de la réfraction. Le premier milieu, c'est l'air. Et puis, on a un angle inconnu. Là, on va aller chercher l'angle θ1. Là, eux autres, ils ont écrit θ2. Mais ça va être l'angle entre le vrai rayon de lumière puis la normale dans l'air. Ça, c'est θ1, en fait, parce que θ1, c'est dans le milieu où le rayon est en premier. Donc, si on fait notre calcul ici, remarquez que l'indice de l'eau n'était pas donné ici, il faut aller chercher dans le livre. Mais si vous l'avez besoin dans l'examen, ça, je vais vous le fournir. Quand on fait le calcul, on obtient que l'angle 1 entre la normale et le rayon qui provient du soleil, c'est 62,9 degrés. Mais là, on veut l'angle par rapport à l'horizontale, donc celui que je vais mettre ici en vert. Alors, cet angle-là, c'est simplement, on fait 90 moins notre 62,9 et on obtient 27,1 degrés. Donc ça, c'est l'angle auquel le soleil se trouve réellement au-dessus de l'horizon. À la question 6, on va commencer par faire un tracé de rayon. Alors ici, on a une poupée qui est devant une lentille convergente. Là, le symbole pour les lentilles n'est pas vraiment comme celui qu'on fait d'habitude, là, pour les foyers, je veux dire. Donc, foyer, image, on va l'appeler FI ici, celui à droite. Parce que là, c'est une lentille convergente, donc foyer-objet devrait être du même côté que l'objet. Ça va nous éviter de se mélanger. Donc ici, premier rayon que je vais faire, là, c'est un rayon qui part du sommet de notre objet.
puis il traverse la lentille sans dévier. OK, vous voyez, on a déjà tracé l'image pour vous, donc ça fonctionne bien pour l'instant. Deuxième rayon qu'on va faire, c'est un rayon qui est horizontal, donc ensuite il va passer par le foyer image. Là, faut faire attention, comme ma ligne est un petit peu trop longue pour le premier rayon, là, parce que dans le fond, il devrait changer de direction dans le milieu là, de la lentille. Fait que vous voyez, ça fonctionne très bien. Maintenant, le prochain rayon principal qu'on peut faire, c'est un rayon qui est inverse à celui qu'on vient de faire. Donc, on utilise le foyer objet d'abord, puis après ça, il va traverser de façon horizontale. Encore une fois, je l'ai fait un peu trop long. Ça devrait, au milieu de la lentille, là, changer de la direction du rayon. Voilà. Fait que ça fonctionne. Graphiquement, là, on voit que l'image nous était donnée, puis les rayons proviennent bien au-dessus de l'image. On constate que cette image-là est réelle. Là, maintenant, on veut utiliser la formule des lentilles minces pour vérifier mathématiquement la position et la grandeur de l'image. Donc, ici, on va commencer par calculer la position de l'image en faisant 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Si on retourne à l'énoncé, on a ici la position DO, là, c'est la poupée se trouve à 30 cm de la lentille. Donc, on a 1 sur 30 plus 1 sur DI égale 1 sur la distance focale. La distance focale, on dit 10 cm, puis c'est positif parce que on le voit sur l'image, la lentille est convergente. Donc, 1 sur 10. Alors, on effectue notre calcul et on obtient que la distance de l'image est à 15 cm et c'est positif. Donc, là, en C, on demande les caractéristiques de l'image. Je vais tout de suite commencer à répondre. On peut dire que l'image est réelle puisque on vient d'obtenir une distance image positive. Puis, c'est validé par notre tracé de rayons. Les rayons se sont rencontrés après leur diffraction. Après ça, on veut trouver la position. On a trouvé la position, on veut trouver la grandeur de l'image. Donc là, on va passer par la formule du grandissement. Je vais utiliser la version qui est comme un produit croisé. H image sur H objet, c'est cette fraction-là qui est le grandissement. C'est égal aussi à moins DI sur DO. Donc là, j'ai tout sauf H image là-dedans. Je vais aller pouvoir l'isoler, en faisant HI sur H objet. H objet, c'était la hauteur de la poupée qui est de 24 cm. Là, je vais avoir tout en centimètres dans mon équation. Là, j'ai ensuite moins DI, je viens de trouver 15, sur DO qui était 30. Alors, on effectue le produit croisé, puis on obtient que la taille de l'image, c'est moins 12 cm. Si on avait calculé le grandissement, vous auriez pu le faire comme une étape intermédiaire ici. Vous auriez trouvé moins de demi parce que finalement, c'est réduit de moitié, puis c'est inversé. Donc, le signe négatif de la valeur H image, ça veut dire que l'image est inversée. On l'a vu également sur le schéma. Et elle est réduite de taille plus petite que l'objet. Donc, on vérifie là, tout ce qu'on a vu dans nos calculs, ça fonctionne avec ce qu'on a trouvé dans le tracé de rayon. Après, on nous demande de reprendre la question pour une lentille divergente. Donc là, j'ai juste retranscrit le dessin, mais on va le modifier le dessin parce qu'il n'en fournissait pas un autre. Donc, comment on va modifier le dessin ici? Bien, d'abord, je vais faire le symbole d'une lentille divergente parce que là, c'est plus adapté là, ce qu'on avait ici. Donc, une lentille divergente, c'est vraiment un symbole ici avec une flèche double, mais les pointes inversées. Puis là, les foyers vont changer de côté. Pour une lentille convergente, le foyer objet était du côté de l'objet, mais là, il va être du côté de l'image. Alors, on va voir le foyer image du côté de l'objet. Fait que si on fait nos rayons principaux là-dedans, bien encore, je vais commencer par celui qui n'est pas dévié. Dans le fond, il est le même rayon que tantôt. Lui, il ne change pas. Ensuite, je vais faire le rayon horizontal. Puis là, dans le cas d'une lentille convergente, il passait par le foyer image. Mais là, si on veut utiliser le foyer image, il ne peut pas revenir vers le foyer image. Ça serait une réflexion comme si on avait eu un miroir. Ici, il faut vraiment qu'il soit orienté par rapport au foyer image, mais dans le fond, il ne va pas passer par le foyer image. Fait que ça va partir comme ça. Les rayons, on voit qu'ils sont divergents, donc ils ne se rencontreront pas. On peut faire le troisième rayon. Donc, le troisième rayon, c'est un rayon qui utilise le foyer objet, puis ensuite, il est transmis horizontalement. Donc là, on ne se rendra pas au foyer objet, mais on va quand même pointer vers cette direction-là. Puis, rendu à la lentille, ce rayon-là va être transmis horizontalement. C'est une ligne pleine parce que c'est un rayon. Donc là, si on veut localiser l'image,
je vais faire en rouge ici les bons pointillés pour localiser l'image. On doit prolonger tous les 3 rayons qui ont été réfractés. Fait qu'il y en a un qui est déjà fait ici, le rayon réfracté qui utilisait le foyer image. Donc là, j'ai ce pointillé-là. Le rayon réfracté horizontal comme ceci. Puis là, ben, celui qui est réfracté sans être dévié, si on le prolonge, ça va coïncider avec le même endroit. Donc là, on a la position de l'image. Oubliez celle qui était donnée dans le schéma, là, ça c'est celle de la lettre A. Là, on a notre image ici. Je vais juste faire une flèche pour la symboliser. Donc là, si on reprend nos questions, on va vouloir aller chercher la position, les caractéristiques de l'image. On va y aller avec la lettre B, 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Qu'est-ce qui va changer par rapport à tantôt? C'est la distance focale qui est rendue négative. Fait qu'on a 1 sur 30 plus 1 sur DI égale 1 sur moins 10. On trouve ici que la distance de l'image, c'est moins 7,5 cm. Donc là, pour la lettre C, on peut tout de suite dire qu'il s'agit d'une image virtuelle, étant donné qu'on a trouvé le signe négatif à DI. Puis, on l'a constaté aussi dans notre tracé de rayon que l'image était virtuelle. En fait, on sait que les instruments divergents, comme les lentilles divergentes ou les miroirs convexes, font toujours le même type d'image. Fait que là, le type d'image ne devrait pas être une surprise ici. On s'attend à trouver une image virtuelle, plus petite et à l'endroit. Okay? Donc, c'est juste de le confirmer par calcul et par le tracé de rayon. Alors, la deuxième étape, ça va être encore de trouver la taille de l'image. Je vais fonctionner de la même façon. Fait que H image est cherché. On a H objet qui est 24 cm. Puis là, j'ai trouvé DI moins 7,5 cm. Puis je divise ça par DO qui était 30. Et on obtient que la taille de l'image est de 6 cm. Donc, elle est effectivement plus petite. Puis c'est un positif, hein, donc c'est à l'endroit. Donc, elle est droite et réduite. Puis, on peut tout valider ça sur notre tracé de rayon avec la petite flèche qu'on a qui représentait l'image. Prochaine question maintenant, c'est avec un miroir. Donc, on a un miroir convexe dont le rayon de courbure est 84 cm. On donne d'autres informations, mais on va commencer par faire le tracé des rayons principaux. On veut déterminer graphiquement la taille et la position de l'image. Encore une fois, on nous donne ici en pâle là, la position de l'image, fait que nos rayons, on voit où est-ce qu'ils devraient arriver. Et je vous fais remarquer que c'est un miroir convexe parce que le foyer est du côté opposé à l'objet. Donc ici, on met une légère courbure dans le miroir, mais on pourrait le dessiner droit, ça fonctionnerait aussi. Fait que si on commence par un premier rayon ici, pour les miroirs, on va utiliser 2 fois la distance focale, ou le foyer, là, plutôt la valeur F. Premier rayon, comme ça, s'en va vers le miroir. Puis là, il va refléter par rapport à notre point focal. Donc, je vais faire un pointillé ici pour montrer l'alignement. Mais il s'agit bien d'une réflexion. Le rayon, il est reparti en sens inverse. Le deuxième rayon, lui, devrait se diriger vers le point focal. C'est difficile de placer ma règle comme il faut. Là, ça ne sera peut-être pas d'une précision parfaite, là. On va faire du mieux qu'on peut. Alors, ce rayon-là qui pointe vers le foyer, il est dévié, c'est-à-dire il est réfléchi de façon horizontale. Après beaucoup d'hésitation, le voilà. Donc, encore une fois, je vais tracer mon rayon réfléchi et mon rayon, la provenance de ce rayon-là. Donc, déjà là, on voit que c'était pas parfait mon premier rayon, hein, parce que il devrait se rencontrer ici. Mais là, je vais vraiment tracer l'image à l'endroit où est-ce que moi je l'ai obtenu, là, c'est là. C'est là que les 2 rayons réfléchis semblent provenir. Puis, on pourrait faire un troisième rayon. Je commence à trouver que ça fait un schéma qui est très condensé puis lourd, là, mais en gros, le troisième rayon, ça serait un rayon qui pointe vers le centre de courbure puis qui réfléchit sur lui-même. Donc, il ne va jamais se rendre au centre de courbure. Là, puis, lui aussi, si on prolonge là, le pointillé, on arrive à peu près au même endroit. Donc, je vais effacer là, la petite image qui était fournie. Là, moi, elle arrive un petit peu à côté, mais en gros, c'est ça le schéma qu'on devrait avoir. Et je vous fais remarquer que les rayons réfléchis sont des lignes pleines, alors que ce qui est de l'autre côté du miroir, où est-ce qu'il n'y a pas de lumière, c'est des pointillés. Donc, on s'y attendait, hein, c'est un instrument divergent, donc on a toujours le même type d'image avec ça, virtuelle, plus petite et à l'endroit. Maintenant, on demande d'utiliser encore la formule des miroirs pour vérifier mathématiquement la position et la grandeur de l'image. Donc, même chose qu'on a fait avec la lentille tantôt. Alors ici, je vais résumer mes informations. Là, j'ai
la hauteur de l'objet qui est 5 cm. Sa distance, il se trouve à 8 cm devant le miroir convexe, donc DO égale 8 cm. Et le rayon de courbure est de 84 cm. Là, on l'a donné en valeur absolue parce que techniquement, un instrument convexe va avoir un rayon de courbure négatif, moins 84 cm. Le rayon de courbure comme tel ne sert pas de façon directe. Il va falloir aller chercher le foyer, la distance focale avec ça. On sait que la distance focale, ça correspond à rayon de courbure sur 2. Donc, si je divise 84 en 2, on a moins 42 cm. Donc là, je vais aller mettre ça dans mon équation des miroirs. Fait que je vais faire 1 sur 8 plus 1 sur DI égale 1 sur moins 42. On obtient ici que la distance image, c'est moins 6,72 cm. Et on continue, on va aller chercher la hauteur de l'image. Je vais y aller directement sans passer par le grandissement, mais le grandissement, ce serait la fraction que j'ai et à gauche et à droite ici là, dans l'équation. Alors, H image va être égal à H objet qui est 5 et égal à moins 6,72 sur 8. On obtient ici 4,2 cm. Est-ce que ça a de l'allure? Là? Si je regarde là, mon dessin, oui, ok, parce que je suis partie d'un objet qui avait une taille de 5 cm, puis il est juste un peu plus petit, 4,2 cm l'image, là, ça a du bon sens. Elle est virtuelle, elle est à l'endroit, donc tout fonctionne bien. Les signes ici aussi fonctionnent avec mes observations sur le schéma. La distance image négative, ça veut dire virtuelle. Et la taille de l'image à l'endroit, le savon n'est pas inversé. Puis, c'est une hauteur plus petite. OK, fait que les caractéristiques virtuelles, droite et réduite. On va poursuivre avec les numéros qui sont demandés dans le livre. Alors, la page 137, d'abord le numéro 1. On a Xuan qui possède un appareil photo, puis son objectif dans l'appareil photo, c'est une longueur focale de 50 mm. Je vous rappelle que les appareils photo, les projecteurs, ce sont des lentilles convergentes, donc on met un plus à cette valeur-là. Puis on demande, ça doit être quoi la distance entre l'objectif et le capteur numérique pour qu'il puisse prendre une photo de son ami qui est situé à 1 mètre de distance. Donc, l'ami, c'est l'objet. Alors, la distance de l'objet à la lentille, ça va être 1 mètre. On nous demande la distance de l'objectif et au capteur numérique. Ça, c'est dans l'appareil. Si, mettons, je fais un dessin d'un appareil photo, on a la lentille qui est ici. Puis le capteur numérique qui est au fond, c'est l'écran. Donc, on nous demande la distance image. Bien, finalement, c'est simplement d'utiliser l'équation des lentilles. On a 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Je vais le faire en millimètres là, pour éviter d'avoir des décimales. Fait que 1 mètre, c'est 1000 mm. Donc, on a 1 sur 1000 plus 1 sur DI égale 1 sur 50. On va aller chercher DI. Et on obtient que c'est une valeur de 52,6 mm. Peut-être que la réponse dans le livre est en centimètres, j'imagine. Si c'est le cas, ça serait égal à 5,26 cm. Voilà pour le numéro 1. Maintenant, on passe au numéro 3, toujours à la page 137. On a dans un autobus un miroir convexe dont la distance focale est de moins 2 mètres. Ça permet à la conductrice de voir ce qui se passe à l'arrière du véhicule si un passager est situé à 10 mètres de ce miroir. Donc ça, c'est la distance de l'objet, le passager au miroir, 10 mètres. À quelle distance du miroir la conductrice voit-elle son image? Donc on cherche DI. C'est un calcul très similaire à ce qu'on vient juste de faire. C'est juste que là, cette fois-ci, on a un instrument divergent, donc un foyer négatif. 1 sur 10 plus 1 sur DI égale 1 sur moins 2. Et on obtient que la distance de l'image, c'est moins 1,67 m. Donc ça, c'est le moins, veut dire que c'est une image virtuelle. Là, j'ai l'impression que cette réponse-là dans le livre va être donnée en valeur absolue. Là. Distance comme telle, c'est souvent donné comme une valeur absolue. Ça serait 1,67 m. Mais vraiment, la valeur DI, ça, c'est pas une valeur absolue. Alors, on tourne la page. On est maintenant au numéro 4. On dit le diamètre d'une boule de Noël recouverte d'une dorure lisse est de 5,6 cm. Quelle est la longueur focale? OK, une boule de Noël, c'est une sphère. Puis, on nous donne son diamètre. Donc, ça, c'est une sphère qui est réfléchissante. Si elle est recouverte d'une dorure, là, c'est comme un miroir bombé. Dans le fond, on a un miroir sphérique, c'est juste la sphère complète. Et puis, ça veut dire qu'on peut aller facilement chercher le rayon de courbure de cette sphère-là en divisant le diamètre en deux.
Mais on va mettre un moins à ça. Donc, le diamètre, lui, il serait positif, là, mais là, vu qu'on a un miroir convexe, parce que c'est bombé comme surface réfléchissante, on a moins 2,8 cm de rayon courbure. Mais là, ce qu'on veut, c'est pas le rayon courbure, c'est la distance focale. La distance focale, elle, va être la moitié du rayon courbure. Donc, on divise à nouveau notre valeur en deux. Et on a ici moins 1,4 cm comme distance focale. Là, on dit longueur focale. Longueur aussi, c'est une valeur qui est souvent donnée en valeur absolue. Donc, peut-être que la réponse du livre est pas négative, mais vraiment, c'est convexe. Donc, la distance focale, moi, je voudrais à l'examen que vous m'indiquiez que c'est un négatif. Maintenant, on va aller au numéro 5. Donc, juste rappeler quelle page. Là, j'étais à la page 138 maintenant. Numéro 5. On a un rayon lumineux qui provient d'un milieu inconnu. Il ne peut pas pénétrer dans la glycérine lorsque son angle d'incidence est inférieur à 78,5 degrés. Donc, finalement, ça, c'est l'angle critique de la glycérine à un autre milieu. On ne connaît pas le N de l'autre milieu. Fait que l'angle critique, c'est 78,5 degrés. On nous demande l'indice de réfraction du milieu inconnu. Donc, si on relit la question, là, on va se questionner sur quel est l'indice, quels sont les indices 1 et 2. Okay? Fait que mettons que je fais une interface là, qui sépare les deux milieux. Puis là, je dis, ça c'est l'indice 1, l'indice 2. On dit un rayon lumineux qui provient du milieu inconnu, il ne peut pas pénétrer dans la glycérine. Donc, l'indice 2, c'est la glycérine. Puis, en premier, c'était dans le milieu inconnu. Il va falloir aller chercher l'indice de la glycérine dans notre tableau. Du tableau de votre livre, j'ai obtenu que la glycérine a un indice de réfraction de 1,47. Je vais me tracer une normale. Puis là, je vais tracer mon rayon. Mon rayon, donc, il provient du milieu inconnu. Puis, l'angle limite, c'est le 78,5 degrés. Ça, c'est son angle critique. Parce que si l'angle est plus grand que ça ne va pas aller dans la glycérine. Fait à l'angle critique, on sait que le rayon va être réfracté à 90 degrés ici, dans la glycérine. Fait que là, on voit, OK, on a tout ce qu'il faut pour nous faire notre calcul à partir de la loi de la réfraction. Donc, N1, c'est la valeur inconnue. On multiplie ça par le sin de 78,5. Et ça va être égal à 1,47 fois le sinus de 90. J'obtiens que N1, c'est une valeur de 1,50. C'est l'indice de réfraction de la substance inconnue. OK, on continue au numéro 7. On nous dit, durant un laboratoire, l'enseignante de Justin lui remet une lentille. Justin place une figurine de 4 cm de haut, donc ça c'est la hauteur de l'objet, à 30 cm devant la lentille. Ça. Donc ça c'est la distance de l'objet, 30 cm. Et il obtient une image virtuelle de 1,8 cm de haut. Virtuel, je vais juste le prendre en note, mais je ne peux pas vraiment lui rattacher un chiffre à la distance image, je ne l'ai pas. Je sais qu'elle va être négative, c'est tout ce que je sais. Par contre, je sais que la taille de l'image, elle, je connais le signe, parce que si l'image est virtuelle, on sait qu'elle est à l'endroite. Donc, je vais mettre un plus. Et c'est 1,8 cm. Donc, on nous demande quel est le grandissement de l'image. Le grandissement, ça va être HI sur HO. Donc, 1,8 sur 4. On a bien les mêmes unités. Donc, ça donne 0,45. C'est plus petit. Ensuite, on demande en B, quelle est la longueur focale de la lentille. Donc, pour aller trouver la longueur focale de la lentille, je vais aller chercher DI. Si je sais que le grandissement, c'est 0,45, je peux aussi dire que c'est égal à moins DI sur DO. OK, je vais réécrire ça ici, 0,45 égale moins DI sur DO, je l'ai, c'est 30. Donc, distance image, je l'obtiens en faisant le calcul. 0,45 fois moins 30. Donc, moins 13,5 cm. On avait dit que, vu que l'image était virtuelle, DI devrait être négatif. C'est bien qu'est-ce qu'on obtient ici. Là, il nous manque la valeur F. Fait qu'on va faire 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Alors, 1 sur DO, 30, plus 1 sur DI qui est moins 13,5 égale 1 sur F.
Je vous rappelle que pour le calcul, le moins, vous pouvez le mettre entre les deux fractions, si c'est plus facile pour vous. J'obtiens que la distance focale est de moins 24,5 cm. Et le signe a l'air logique, là, parce qu'on disait une lentille, ben, on ne disait pas le type de lentille, mais on peut le figurer parce que si c'est virtuel droit et plus petit, automatiquement, c'est une lentille divergente. Donc, le signe est correct, c'est en accord avec ce qu'on sait. Ah, ça, c'est la question C. Donc, je viens de la faire. C'est une lentille divergente, simplement là, parce que F est négatif. On fait un dernier cas, un dernier numéro, à la page 140, le numéro 12. On dit, au cours d'un laboratoire, Laurent utilise un miroir inconnu. Il place un objet à 30 cm, donc encore une fois, DO égale 30 cm, c'est populaire comme mesure aujourd'hui, devant le miroir et il obtient une image réelle située à 40 cm du miroir. Donc, DI va être positif si c'est une image réelle et c'est à 40 cm du miroir. On demande de quel type de miroir il s'agit. Bien, c'est certain que c'est un miroir concave parce que on a vu que seulement les miroirs concaves peuvent faire des images réelles. Donc, déjà là, c'est assez simple à répondre. Après ça, en B, on dit quelle est la longueur focale du miroir. Bon, on va encore utiliser l'équation des miroirs. 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Fait que 1 sur 30 plus 1 sur 40 égale 1 sur F. Vu que c'est concave, il faut trouver un F positif, là. Et oui, c'est le cas. On a F égale plus 17,14 cm. Et on demande en C quel est le grandissement de l'image. On va faire simplement moins DI sur DO pour le trouver. Alors, moins 40 sur 30 et ça donne moins 1,33. Ça serait une image qui est à l'envers, qui est un petit peu plus grande que l'objet. Fait que ça fait le tour des exercices de révision pour l'optique. Puis, dans les prochains cours, on va commencer à faire de la révision pour des numéros, là, comme à travers toutes les choses qu'on a vues dans la session, qui vont permettre de vous préparer pour l'examen final.